Bonjour à tous. Merci beaucoup de vous être connectés ce matin à ce webinaire organisé par la Direction interministérielle de la transformation publique et France Titres. Nous sommes ravis de pouvoir échanger ce matin au sujet de l'IA générative. Et c'est un webinaire qui a lieu dans le cadre du mois de l'innovation publique. Je vais présenter rapidement, introduire le sujet pour poser le cadre de ce webinaire. Peut-être en guise d'introduction, donc Alette Vénin, je travaille à la DITP dans le service expérience usagée. Et c'est un webinaire qui a lieu dans le cadre des groupes de travail que la DITP organise, qui rassemble différents réseaux de services publics autour des sujets de qualité de service, dans le but de partager les bonnes pratiques, favoriser le retour d'expérience. Nous en menons une série sur le plan téléphone et plus particulièrement sur les sujets de self-care. Donc cette série, elle a commencé en avril dernier avec un retour d'expérience de la MAIF. Nous avons réuni en mai ensuite une dizaine de services autour d'un atelier de travail qui nous a permis de rentrer plus en profondeur dans la définition et les dispositifs de self-care qui sont menés parmi les services publics. Webinaire d'aujourd'hui qui a pour objet de creuser plus particulièrement les sujets d'IA générative. Et ensuite, nous prévoyons de pouvoir publier un livrable avec des fiches retour d'expérience de dispositifs de self-care au sein des services publics. Peut-être quelques éléments de définition pour poser le cadre de ce que l'on entend par le terme de self-care. Donc ici, il s'agit des ressources mises à disposition des usagers pour leur permettre de gérer leurs demandes et ou de résoudre leurs problèmes en autonomie. Les impacts du self-care qui sont recherchés sont à la fois d'augmenter la satisfaction de l'usager qui peut trouver facilement une information, puis également de diminuer les contacts entrants auprès des services. Proposition de typologie de définition qui a été faite pendant le premier atelier de travail. Elle se décline en 4 rubriques. Premièrement, pouvoir s'informer de façon contextualisée. C'est le cas avec les foires à questions dynamiques, les bases de connaissances, etc. Deuxièmement, pouvoir réaliser une démarche autonomie, soit en ligne, soit depuis un serveur vocal interactif. Troisièmement, suivre l'avancement de ces démarches depuis son compte personnel ou depuis le serveur vocal interactif. Et puis, quatrièmement, pouvoir interagir avec un voicebot ou un chatbot. Sur cette base-là, nous avions réalisé une première cartographie de la maturité de ces dispositifs au sein des services qui étaient présents lors de notre atelier en mai. Et vous pouvez voir que le sujet de l'IA générative est un terrain encore plutôt vierge parmi les services publics, où il y a eu un souhait assez fort de nos participants de pouvoir entendre des retours d'expérience d'organisation à ce sujet sur l'utilisation de l'IA générative à destination des usagers. Peut-être avant de laisser la main à nos intervenants, je voulais vous montrer quelques éléments chiffrés. À la DITP, nous collectons annuellement les chiffres sur les utilisations des différents canaux de contact. Ici, on peut voir qu'entre 2021 et 2023, sur les dispositifs de self-care, l'utilisation, elle a bien augmenté, que ce soit sur l'utilisation des sites internet avec son espace personnel et puis surtout assez fortement sur les sessions de chatbot. On a essayé de voir si ça avait un impact sur les sollicitations aux agents. Et là-dessus, le lien, il est un peu moins fort à établir, probablement du fait que l'année 2021 a été particulièrement marquée par le Covid, la fermeture des accueils physiques et donc le déport des sollicitations des usagers sur les appels décrochés. Donc, sur les impacts, ils sont assez difficiles à exprimer, mais on continue de suivre, nous, les chiffres à la DITP pour essayer de voir si sur le long terme, il y a vraiment un effet sur les sollicitations aux agents.
Ceci étant dit, donc cette question d'utilisation des dispositifs de chat, de self-care d'IA générative, ça pose beaucoup de questions et on a la chance d'avoir 3 interventions ce matin de 3 acteurs sur les sujets d'IA. Nous avons France Titres, la SNCF et puis également la direction interministérielle de la transformation publique, côté dispositif Je donne mon avis, qui vont pouvoir nous faire une présentation. Je profite pour laisser la main du coup à Madame Sauvage de France Titres. Bonjour à tous. Donc Pascal Sauvage, je suis directrice générale adjointe de France Titres et je vais vous parler un peu de notre expérience. On fera un duo avec Rachid El Khattam. Rachid, vous êtes bien avec nous? Bon, on va essayer de trouver le moyen que Rachid puisse s'exprimer ensuite pour compléter notre retour d'expérience. Bon, j'espère. Voilà. Alors, un petit mot sur France Titres. Donc, France Titres, c'est la NTS qui est devenue France Titres en février 2024 à l'occasion d'un décret qui entérine les nouvelles missions de l'agence et notamment l'intégration du programme France Identité Numérique. Donc, historiquement, la NTS devenue France Titres s'occupe de la chaîne de délivrance des titres sécurisés, principalement la carte grise, le permis de conduire et les titres d'identité, la carte d'identité, le passeport. Au-delà de la chaîne de délivrance, on s'occupe bien évidemment des systèmes d'information qui supportent les démarches en ligne et dont le point d'entrée est le portail ants.gouv.fr. Et puis, on accompagne l'ensemble de l'écosystème dans l'utilisation de tous ces services. Alors, l'accompagnement, c'est notamment notre centre d'appel, qu'on appelle aussi Centre de contact citoyen ou CCC pour les intimes, qui répond à la fois aux usagers particuliers, c'est évidemment l'essentiel des appels, mais aussi aux professionnels de l'automobile, aux auto-écoles, aux mairies, aux préfectures, pour les accompagner encore une fois dans tous les processus d'instruction des demandes de titres. Le CCC aujourd'hui, c'est environ 500 téléconseillers. C'est 5 millions de sollicitations par an, environ 2 tiers d'appels et 1 tiers via le portail NTS. Donc pour tout ça, signifie le traitement de courriel. Alors notre enjeu, c'est répondre évidemment à l'ensemble de nos sollicitations et notamment au principal motif de sollicitation qui est où en est ma demande. C'est, suivant les cas, c'est entre 1 tiers à peu près et 50% des demandes. Donc, c'est une préoccupation constante de l'agence de pouvoir répondre par tout moyen à ce besoin, à cette attente des usagers. Donc, bien entendu, on a une FAQ sur le portail qui a été complètement rénové en 2021, mais on a aussi essayé de multiplier les services d'accès au suivi de la demande. Donc aujourd'hui, sur le portail, alors je crois que là, on a changé. Toujours sur ce voilà. On a 2 principales modalités d'accès à suivi. Une modalité hors espace connecté, pas besoin d'avoir un compte. À partir de mon numéro de dossier, je peux aller regarder où en est ma demande, qu'elle soit en cours d'instruction ou en cours de production ou en cours d'acheminement. Et puis, avec le portail rénové en 2021, on a aussi dans ce qu'on appelle l'espace connecté, c'est-à-dire au sein du compte qu'on a créé sur le portail, l'usager a accès à un tableau de bord qui lui donne le statut, l'état d'avancement de l'ensemble de ses demandes de titres, quel que soit le titre. Alors là, on peut changer de slide. Alors, 2024, pour nous, c'est vraiment une année de transformation en termes d'outils de gestion de la relation client. On a d'abord un outil de gestion de la relation client proprement dit, qui est un projet qui est très structurant pour nous, qui est un projet de longue date. Donc, actuellement, on est en train de mettre en place, mettre en production ce nouveau système. Mais donc c'était très prenant, mais on a justement voulu aussi, en même temps, se lancer dans une série d'expérimentations. Voilà, voyant arriver l'IA générative, on s'est dit, on y va, on expérimente, on tirera les retours d'expérience et ensuite seulement on pourra dresser une trajectoire moyen-long terme.
Alors, le premier contact avec l'IA, c'était la contribution, je crois, au programme dont vous allez nous parler tout à l'heure, à l'expérimentation qui était soutenue par la DITP autour de JDMA, je donne mon avis. C'est une expérience qui a été très très bien vécue par les téléconseillers au sein de l'agence. Ils ont beaucoup apprécié l'expérience, ils ont trouvé que c'était très fluide. Et pour eux, c'était un outil qui facilitait leur travail pour faciliter, pour personnaliser les retours aux usagers, parce que ça peut être très fastidieux de faire toujours un peu les mêmes mails pour toujours un petit peu les mêmes histoires ou les mêmes outils. Donc, ça leur permettait de varier les réponses de manière assez fluide, sans remettre en cause, donc de manière très complémentaire avec leur propre apport d'expertise sur ce sujet de demande de titre. Donc, ça a été très bien vécu pour toutes ces raisons. On a aussi voulu expérimenter les chatbots. Alors, les chatbots, c'est une question qu'on s'était posée depuis un certain temps. Au départ, ce n'était pas forcément notre priorité. Et on a vraiment senti qu'il y avait un changement là, qui était à l'œuvre avec l'IA générative précisément. Et là, finalement, après un premier temps, il y a 2-3 ans, on s'est dit, ce n'est pas notre priorité, on va beaucoup travailler sur le portail, le suivi de la demande. Là, on a vraiment eu envie de tester. Donc, on s'est lancé dans plusieurs expérimentations concomitantes. De sorte que, alors oui, c'est ça. De sorte que, voilà, on a commencé à se préparer, on va dire, au printemps. On a commencé à paramétrer un premier chatbot cet été et très vite, dès octobre, on a pu mettre en ligne le chatbot France Titre qui aujourd'hui répond aux demandes des usagers sur le permis de conduire. Alors, dans un premier temps, on le mettait par petites plages horaires, on regardait ce que ça donnait sur ce qu'on recueillait comme retour des usagers, si le chatbot répondait bien, et très très vite. Mais Rachid, j'espère, va pouvoir vous en parler. Très très vite, on a pu le laisser en permanence sur le site. Voilà, donc on est, pour l'instant, on a dépassé les 51 000 conversations. On a près de 90% d'usagers satisfaits, ça se passe très bien. Ce qu'on n'a pas encore pu complètement tester, mais c'est vraiment le début, c'est l'impact sur les sollicitations du CCF. Ça fait quand même partie aussi de nos objectifs, bien entendu, avec la satisfaction des usagers. Donc là, maintenant, le chatbot permis de conduire, il tourne bien. On est en train de paramétrer le chatbot pour répondre aussi aux usagers des téléprocédures qui s'adressent aux étrangers en France, dans le programme ANEF, puisque ces usagers s'adressent également au CCC pour être assistés dans leur téléprocédure. Et puis, on a le projet d'un chatbot sur le certificat d'immatriculation, la carte grise. Donc, tout ça, voilà, l'horizon, c'est quelques mois, peut-être l'un des deux, on l'espère d'ici la fin de l'année. Et puis, là, on peut passer au slide suivant. On a également travaillé sur un système de callbot. Donc là, on est sur les appels. Et donc là, on est en production, on est en train d'expérimenter un service de callbot là, pour les usagers des démarches relatives à l'immatriculation des véhicules. Donc là, le chatbot, on a commencé avec le permis de conduire, le callbot avec l'immatriculation. Ça, c'était complémentaire. Aujourd'hui, le callbot, il répond aux demandes d'information générale, qui sont aussi une grande partie des motifs d'appel. Donc, en gros, il traite à peu près 50% des demandes. Et on souhaite aller vers ensuite un suivi plus personnalisé autour d'un numéro de démarche précis. Et là, on en attend un très fort impact sur le volume de sollicitation du centre d'appel. Et puis, j'en reviens au système de gestion de la relation client. Donc là, on a quelque chose de plus structurant. On est dans la phase de mise en production, mais dès qu'on sera en vitesse de croisière, on va pouvoir aussi travailler. D'ailleurs, on a déjà un petit peu commencé à développer avec des outils d'IA des réponses automatiques aux mails. Et là aussi, on en attend beaucoup, ce qui va nous permettre de faire face à une hausse continue. Voilà, on continue à constater qu'il y a une hausse des attentes des usagers, un volume de sollicitations qui naturellement croît. Voilà, évidemment, on est à budget constant, voire qu'on doit vraiment fortement maîtriser. Donc, il faut vraiment
qu'on multiplie les canaux et la capacité de répondre de manière de plus en plus automatisée aux réponses des usagers pour faire face à leurs attentes. Et ce qu'on a trouvé très intéressant dans ces nouvelles expériences, c'est qu'on a vraiment pu travailler en s'appuyant essentiellement sur les équipes internes. Au lancement, bien entendu, on a travaillé avec les fournisseurs de services, mais globalement, c'est quand même des projets qu'on conduit avec les équipes internes qui sont très motivées parce qu'elles sentent qu'elles sont en train d'expérimenter vraiment des services innovants. Donc, c'est très, très intéressant, c'est très motivant pour les équipes. Et ce sont des services qui permettent d'avancer seul au rythme auquel on veut. Voilà, on a des petites phases de test, on met en production, on retire le service, c'est très facile. On est complètement maître de l'administration, on remet en service quand on a envie d'aller plus loin, c'est complètement maîtrisé. Merci beaucoup Pascal pour votre intervention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Une question, quel type d'architecture avez-vous mis en place pour vos 4 projets? Alors, je vais surtout parler du projet de gestion de la relation client parce que le reste est quand même assez simple. Mais sur notre système structurant de gestion de la relation client, on a choisi ce chemin ambitieux et exigeant d'être sur nos data centers. Ce qui est assez original, on va dire. En tout cas, c'est pas la modalité la plus courante, mais pour des raisons de sécurité, on a choisi cette architecture. Voilà, donc chemin plus difficile que d'autres, mais dont on arrive au bout. Oui, alors pour les chatbots. Ouais. Le LLM pour les chatbots. Oui. Un RAG. Oui, alors après, sur les piles techniques, là, si vous voulez, peut-être, je ne vais pas rentrer dans le détail là, puisque là, on achète un service. Et encore une fois, on est sous forme d'expérimentation. Pour nous, cette expérimentation, elle avait pour but de se familiariser avec les fonctionnalités. Ça nous a obligés, et ça, je pense que Rachid Katam aussi vous en aurait parlé, le plus gros travail en fait que ça demande, c'est en regardant les premiers retours du chatbot, voir les réponses qui sont formulées à partir de ce que nous, on a donné comme élément de connaissance au chatbot. Et donc finalement, le temps de préparation, c'est surtout aller re-regarder nos FAQ, nos éléments de langage et les mettre à jour, parce qu'on s'aperçoit souvent justement que le chatbot va chercher ce qu'on lui a donné, mais qui nécessite souvent quelques mises à jour. Donc, le travail, il est là. Donc, pour nous, encore une fois, le sens de l'expérimentation, c'était ça. C'était se familiariser avec les outils, rationaliser l'ensemble des éléments de connaissance qui viennent nourrir le chatbot. La partie technique, je pourrais peut-être, par échange de mails, je pourrais vous donner plus d'informations si vous le souhaitez après ce webinaire. Mais pour nous, c'est une première tentative. Pour notre trajectoire future, on se donne le temps d'y réfléchir sur la base des premiers retours d'expérience. Mais on est très content des premiers retours. Rachid El Katam, qui est responsable du CCC, expliquait comment les équipes ont travaillé. Merci. Vous m'entendez? Oui. Oui, parfait. Donc, oui, effectivement, pour la mise en place de ces services à France Titres, on s'est organisé au centre de contact. D'abord, on a intégré les agents, les téléconseillers dans la conception et surtout dans la préparation des éléments de langage, parce que comme aujourd'hui, c'est eux qui répondent aux sollicitations des usagers, donc on les a intégrés pour avoir leur expérience et les remontées du terrain, mais surtout le besoin des usagers. Donc on a préparé ça en plusieurs ateliers pour préparer les éléments. Ce qui est, surtout pour le chatbot, ce qui nous a aidé, c'est que ce n'est pas un outil où il faut refaire toute l'intégration des données. Il faut juste intégrer les URL, les adresses où on va trouver l'info. Par exemple,
la FAQ pour le portail. Si on a des éléments qu'on n'a pas le temps d'intégrer, on peut téléverser des fichiers Word, même des tableaux Excel. Donc, on peut alimenter cette base de connaissances avec tout type de fichiers ou tout type de sources de données, ce qui nous a aidé d'aller plus vite pour la mise en prod. Donc, ça, c'est pour la partie chatbot. Pour la partie callbot, et comme on est en phase de POC, c'est pour expérimenter et on est en mode SaaS. Comme vous le savez tous, dans le cadre de RGPD, de la sécurisation des données, on n'a pas pu intégrer surtout tout ce qui concerne la donnée personnelle. Donc, on expérimente, on a laissé juste les éléments, comment on réalise une démarche, par exemple, le montant de la taxe pour tel ou tel type de titre. Donc, on a hébergé surtout sur cette partie-là juste les données qui sont juste de l'information de l'ordre de l'information générale. Il y a aussi la partie suivi de la demande, parce que si on prend ces deux motifs, l'information générale et le suivi de la demande, si on arrive à répondre aux usagers, on peut baisser de 50% le nombre de sollicitations qui sont générées chez nous. Donc, déjà là, les bénéfices qu'on a vus avec cette mise en prod dans le cadre d'époque, déjà savoir pourquoi les usagers nous appellent. Parce qu'actuellement, comment on va analyser ces éléments-là? C'est surtout les agents, les téléconseillers qui vont qualifier un dossier. L'usager va nous appeler et c'est eux qui vont créer un ticket avec la qualification. Donc, on se base sur les éléments du téléconseil. Alors qu'aujourd'hui, les bénéfices déjà, c'est que c'est l'usager, via le serveur vocal, c'est avec le bot conversationnel, c'est lui qui va annoncer son motif. Donc, on sait clairement pourquoi l'usager nous appelle. Et effectivement, donc là, on a un détail plus précis par rapport aux besoins des usagers. Par rapport à la satisfaction, donc c'est trop tôt parce qu'on a mis en prod ça depuis jeudi dernier, donc ça fait 2 jours et on n'a pas encore assez de recul pour analyser ces chiffres-là. Ce qu'on a remarqué aussi, peut-être parce que les usagers n'ont pas encore l'habitude de ce service, c'est qu'on n'a pas eu beaucoup d'appels pendant le week-end, samedi, dimanche, parce que pour nous, l'objectif, c'était d'offrir un service accessible 7 jours sur 7. Et voilà, donc actuellement, c'est positif. Donc, on sait déjà ce qu'il faut mettre en place pour une généralisation peut-être possible. C'est surtout l'accès aux données. Ça a été évoqué lors de la présentation avant. C'est par exemple pour personnaliser la réponse à l'usager. Donc, il faut accéder à son dossier. Un usager qui va nous appeler en temps réel, on peut savoir ce qu'il a réalisé comme démarche, quelle type de démarche, et par exemple, s'il l'a déjà réalisé, à quel statut sa demande est réalisée. Aujourd'hui, on n'a pas un accès en temps réel à ces données, mais si on veut vraiment réussir cette expérimentation, c'est surtout sur ce sujet-là qu'il faut travailler. Et le retour d'avoir des agents, parce qu'il faut les intégrer dans ce changement, parce que ça a un impact aussi. Donc, ils sont contents, ils sont déjà, c'est pour eux, et c'est des retours positifs, parce que pour eux, ce qu'on leur a dit, c'est qu'on met en place ces outils, c'est pas pour les remplacer, c'est surtout pour les aider à répondre aux usagers. Il y a par exemple des réponses où ils vont chercher juste dans la base de connaissances avec un copier-coller dans le mail à répondre. Là, ça les aide à être concentrés sur surtout les sollicitations les plus complexes, par exemple, qui sont touchées par une anomalie ou un blocage système. Dernière chose que je veux rajouter, on a mis en place aussi dans ces services-là, c'est les réponses automatiques. Parce qu'aujourd'hui, on sait que l'usager, on peut, dans certains cas, répondre sans passer par un téléconseiller, c'est répondre automatiquement à son mail par rapport à l'objet de sa demande. Donc, actuellement, on voit, avec la mise en place du nouvel outil sur la partie ANF, il y a par jour, en moyenne, il y a entre 500 jusqu'à 700 mails traités sans passer par un agent, par un téléconseiller. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à la mise en place et comment on s'est organisé au centre de contact de France Titres. Merci à tous. Merci beaucoup, Idem. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat et on vous y répondra. Oui, je réponds, il y a une question qui s'adresse à SNCF, mais je pense qu'elle peut s'adresser à nous aussi.
Effectivement, nous le sujet, c'est pas de réallouer des ressources ailleurs, c'est plutôt de pouvoir augmenter la qualité de service, puisqu'aujourd'hui, on a un vrai sujet à moyens constants, de plus en plus contraint. Parce que quand je dis moyens constants, c'est un nombre de téléconseillers constant, pour pouvoir répondre à un volume de sollicitation qui, lui, continue naturellement à augmenter. Donc, pour nous, c'est plutôt ça, l'enjeu. L'IA générative, ce n'est pas encore en place pour un callbot. Je répète la question peut-être pour ceux qui ne la voient pas dans le chat. Pour le callbot, l'IA est-elle générative ou ce n'est pas encore en place? Je vais laisser Rachid répondre. Effectivement, ce n'est pas de l'IA générative. Nous, on souhaite la mettre en place une fois qu'on aura cet hébergement en interne, en premise, parce qu'aujourd'hui, c'est un POC et c'est des données qui sont hébergées en mode SaaS. Donc, c'est l'objectif, mais ce n'est pas le cas déjà aujourd'hui. Merci. Pour avoir des informations sur la dimension ingénierie et LLM du chatbot, c'est nous les contacts. On les avait devant nous. Si vous en êtes d'accord, peut-être on pourra diffuser votre présentation. Oui, bien sûr, bien sûr. S'il n'y a pas d'autres questions. Ah si, pardon, excusez-moi. Combien de cas avez-vous pour les questions? Alors, je commence et puis Rachid complétera. Mais en fait, la façon dont on a travaillé, c'est pour alimenter le chatbot, c'est regarder quelles sont les questions les plus fréquemment posées. Donc, Rachid a souligné si on a le suivi de la demande et la demande d'information générale, c'est déjà 50% des motifs de sollicitation. Et donc, c'est très facile d'utiliser l'IA pour répondre à ces deux questions. Après, là, le sujet, c'est plutôt comment je fais en sorte de respecter l'ensemble des contraintes de sécurité et de protection des droits qui s'appliquent aux données personnelles. Mais techniquement, on sait très bien faire. Voilà. Au-delà de ça, on a regardé via nos tickets quelles étaient les 30-50 questions les plus fréquemment posées. C'est là qu'on est allé s'assurer que l'ensemble de nos éléments de langage étaient le plus à jour possible. Donc, il y a un gros travail. L'essentiel du travail, c'est ça. C'est comment je mets à jour ma documentation. Ensuite, on teste le chatbot. On fait quelques petits ajustements. On s'aperçoit qu'il y a 2-3 questions, il ne répond pas forcément comme on voudrait qu'il réponde. Et là, on personnalise la réponse. Ça veut dire que là, on la rédige à l'avance. Mais ça reste quand même très, très marginal. Et voilà. Alors, après, ce que ça donne en retour d'expérience à ce stade, voilà, je vais laisser Rachid compléter. Bah, si je prends par exemple les motifs d'appel pour le bot conversationnel, déjà, il y a plusieurs cas. Donc, il y a des usagers qui nous sollicitent bah, j'ai acheté, j'ai vendu mon véhicule, bah, comment faire bah, en fait, c'est dans l'ordre de l'information générale, comment réaliser ma démarche. Surtout, ça, c'est le parcours usager. En fait, c'est je réalise d'abord ma demande. Une fois que c'est réalisé, bah, je veux suivre l'évolution de cette demande, le traitement de la demande. Donc aujourd'hui, bah, on a là, toujours sur le périmètre de l'immatriculation pour le bot conversationnel, c'est l'achat et la vente d'un véhicule, le suivi de la demande, et surtout, je souhaite modifier l'adresse de mon titre parce que j'ai déménagé. J'ai aussi, concernant mon véhicule, j'ai modifié un caractéristique qui impacte le titre. Donc, je veux refaire ma demande, comment je la réalise, donc quel justificatif. Il y a aussi le changement de titulaire. Ça rejoint l'achat et la vente parce que parfois, les usagers, c'est des démarches, mais j'ai vendu un véhicule, ça revient à je veux changer le nom du titulaire sur la carte grise. Donc, voilà, donc c'est toujours, si on fait en famille de groupe, en fait, les motifs, c'est
je veux réaliser ma demande, c'est l'accompagnement, et je veux suivre le traitement de cette démarche. Donc, si entre vous, on se pose la question pourquoi sur le chatbot, on a traité le permis de conduire et sur le bot conversationnel, on a traité le certificat d'immatriculation, c'est juste pour notre organisation parce que, comme l'a dit Madame Sauvage, on a aussi le GRC, l'outil à mettre en place. On veut en fait que 2 équipes travaillent sur 2 sujets différents parce que si on met le bot conversationnel et le chatbot sur le même titre, c'est la même équipe qui va travailler sur les 2. Donc, voilà, c'est juste avoir une équité entre les équipes par le travail. Merci beaucoup. Alors, peut-être dernière question à prendre. Rajoutez-vous des éléments de personnalisation dans vos réponses pour favoriser la relation avec le demandeur? Alors, on peut choisir le style relationnel de chatbot. Nous, on a choisi d'être le plus neutre possible. Au départ, il y avait quelques éléments de personnalisation, mais finalement, ça devient très, très répétitif. Donc, finalement, on est vraiment resté neutre. C'est les questions-réponses. Je pense que c'est ça qui est plus efficace aussi. Et pour compléter sur la partie bot conversationnel, comme c'est une expérimentation, on donne toujours la possibilité à l'usager de joindre un téléconseiller parce qu'à la fin, on lui pose la question. On ne veut pas que ça soit brutal d'un seul coup. C'est le bot qui répond et après, c'est au revoir. On donne la possibilité à l'usager, quand même, dans un premier temps, de le passer à un téléconseiller s'il n'arrive pas ou s'il n'a pas la réponse à sa question. Super. Merci beaucoup à tous les 2 pour cette présentation. Eh bien, bonjour à tous et merci beaucoup en tout cas de m'avoir invité sur votre webinaire. Donc je vais aujourd'hui vous évoquer Toutouille, peut-être ça vous parle. C'est en tout cas une application de SNCF Voyageurs et plus précisément dans la branche TGV Intercité. Donc je suis Adrien Pajot, Product Manager et Owner de cet applicatif. Alors, pour commencer, Toutouille, je voulais vraiment insister sur ce premier point avant de rentrer dans le détail de ce que c'est, de qu'est-ce qu'on utilise comme IA, quel est l'applicatif technique, quelle est l'architecture. Avant tout, c'est une équipe. Et c'est important de le retenir, de le souligner, parce que c'est ça qui donne une vision globale d'avoir un plateau projet avec des gens qui sont à la fois motivés par le produit et le projet, et qui, à la fin, en fait un applicatif qui est destiné à aider notre entreprise et notamment nos clients. Puisque ce que l'on vise, évidemment, c'est la satisfaction. Et donc, on avait une ambition, c'était d'offrir, il y a 5 ans, une nouvelle expérience à nos clients, puisqu'ils partaient de base sur un formulaire qui n'était pas forcément très attractif, et puis optimisé pour déposer une demande, une sollicitation, parfois même une réclamation, avant, pendant et après leur voyage. Et donc, on a voulu se lancer dans l'aventure des chatbots. Et puis, on était bien seul il y a 5 ans, mais on y a cru et finalement, l'avenir nous dit qu'on a peut-être eu raison de lancer, de mettre cette première pierre à l'édifice. Donc, on a une présence qui est à la fois multicanal, donc desktop sur ordinateur et aussi sur smartphone, tablette, phablette, et puis qui est disponible depuis différentes applications et parfois même en lien. Donc, on peut aussi à travers nos réseaux sociaux comme X / Twitter et d'autres réseaux partager le bot ou emmener directement un client vers un dialogue. Mais ça, on va le voir juste après. Voilà à quoi ressemble le chatbot de SNCF, donc qui est un assistant conversationnel. Donc je discute avec cet assistant et il me répond. Il n'y a pas d'agent derrière puisque on verra que son objectif c'est de répondre à des questions qui sont simples, sur lesquelles il arrive à faire ce que l'on appelle du self-care, c'est-à-dire répondre en toute autonomie. Et puis, quand c'est complexe, c'est le laisser laisser cette demande à un agent, donc un téléconseiller qui derrière va traiter la problématique de notre client.
On parle donc de langage naturel et à quoi ça va servir. Cette IA donc aiguille les demandes et c'est ça la grosse force, c'est qu'en fait on a énormément de produits chez SNCF. Vous connaissez TER, vous connaissez TGV Intercité, mais après on a des produits commerciaux très spécifiques, de voyages en groupe, voyages individuels qui sont pas forcément des voyages professionnels aussi qui ne sont pas forcément connus du grand public, mais on a toutes sortes de domaines et donc d'équipes derrière qui sont spécialisées. Et la grosse force de cette intelligence artificielle, c'est d'abord, elle va classer, elle va comprendre le problème du client, elle va aller chercher vraiment ce qu'il a besoin. Et le but étant d'adresser cette demande au bon service pour réduire les délais de réponse, évidemment augmenter la qualité de la réponse et améliorer globalement la performance de notre traitement. Donc, on va demander des informations complémentaires tout au long de la conversation au client. Et puis, on va essayer de lui apporter, comme je vous disais, une réponse juste et rapide. Et donc, pour cela, on utilise une solution. Alors, sans trop rentrer dans le détail, mais je peux quand même donner quelques détails techniques. On a des serveurs qui sont basés à Francfort et qui sont SNCF slash IBM. Donc on a un partenariat, une contractualisation avec eux, puisqu'on utilise la solution Watson Assistant pour ceux qui connaissent, qui est une solution du marché assez connue, qui propose toutes sortes de façons de faire du chatbot. Ça peut être du plein écran, comme vous avez vu chez SNCF, c'est du plein écran. Ça peut être un petit chatbot qui vient par-dessus mon site web donc je peux discuter avec un bot qui peut même avoir des interactions avec un formulaire que je serai en train de remplir. Donc voilà, Watson est très large dans son application. En tout cas, il a la facilité d'être en no-code et low-code. Bon, pour définir, pour ceux qui connaissent pas bien ça, c'est le fait que ce soit du code, je vais schématiser, mais c'est du code facile, avec quelques lignes de code qui sont pas très complexes, qui sont à la portée de tout le monde. C'est un peu comme faire du blog versus faire un site web. Un site web en partant de rien, en partant de lignes de code, c'est compliqué. En revanche, faire un blog, mettre des images, mettre des photos, rajouter du texte, parfois on peut avoir quelques lignes de code qui permettent de personnaliser un peu plus, c'est ça le low code. Et le no code, c'est vraiment aucun code, c'est-à-dire que des fois, c'est simplement je veux ajouter un texte, j'ai une boîte de dialogue, n'importe quelle personne qui n'a pas de notion de codage peut venir et améliorer, faire des évolutions sur notre chatbot. Et c'est ça pour nous la grosse nouveauté, le gros avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de passer par des centres de développement. On le fait avec des gens du métier. Et alors, c'est notre fierté d'abord chez SNCF, mais à l'intérieur de SNCF, toutes les applications ne sont pas comme ça. C'est aussi une fierté de notre équipe qui travaille vraiment main dans la main avec des téléconseillers. Et il y a même des téléconseillers qui inscrivent et fabriquent de nouveaux dialogues dans notre chatbot pour pouvoir être vraiment très proche de la réalité. C'est-à-dire qu'ils connaissent parfaitement les problématiques des clients et donc ils vont savoir ce qu'ils doivent poser comme question au client pour vraiment qualifier au maximum la demande du client avant son traitement. Ça évitera à la fin les allers-retours d'email. C'est-à-dire, vous avez tous envoyé un mail à un centre de relations clients quand vous achetez un produit sur Internet, que vous n'êtes pas satisfait, un problème de SAV, etc. Vous allez parfois échanger 3, 4, 5 mails. Nous, on va réduire cet échange parce que au départ, notre bot, il a déjà demandé toutes les questions qui étaient nécessaires. Pour piloter tout ça, on a évidemment besoin d'une instance qui permet de regarder quels sont les KPI, les chiffres clés de ce qui se passe dans mon bot. Est-ce que j'ai un bon taux de compréhension? Est-ce que j'ai beaucoup d'anomalies ou pas? Si j'ai des anomalies, elles se trouvent dans quel parcours? Est-ce que les clients sont satisfaits? À quel moment les clients sont insatisfaits et déposent? Voilà, c'est vraiment cette application qui va nous permettre d'avoir une vision globale. J'insiste sur ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, juste vous présenter quelques chiffres, mais c'est pour avoir en tête que si vous n'avez pas une bonne data et une bonne analyse de la data, vous ne pouvez pas
avoir une bonne intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle n'a rien d'intelligent en fait. C'est juste un réseau de neurones qui va puiser dans une base de connaissances. Si cette base de connaissances, elle n'est pas bien alimentée, et si vous ne la pilotez pas bien pour continuer de l'alimenter, à ce moment-là, il ne se passera rien. Vous allez avoir un taux de satisfaction qui va baisser, et finalement, votre application va être délaissée. Donc quelques chiffres très rapidement pour vous donner une idée de ce qui se passe dans cet applicatif et globalement dans la relation client de chez SNCF, c'est 9,5 millions de discussions sur 12 mois lissés. Sur les 12 derniers mois, c'est les chiffres que l'on a, environ 26 000 par jour. Alors c'est une moyenne parce qu'il y a des jours où c'est très calme, comme un dimanche, et puis des jours où on va avoir un incident, exemple les sabotages qu'on a connus et que vous avez sûrement entendu parler au lancement des JO. Donc les cas de sabotage qu'on a eu partout en France ont fait des arrêts de circulation, ont provoqué des retards. Donc forcément, ces jours-là, l'augmentation, il y a une augmentation très forte puisqu'on a fait par exemple un x9 en termes de statistiques journalières. Et puis on a des temps d'échange entre notre bot et notre client de 4 minutes. Donc on n'est pas sur la FAQ, vous savez, une FAQ, je pose une question, ça va me donner une réponse et la discussion s'arrête ici. Non, là on est vraiment dans un échange, une vraie discussion de 6, 7, 8 questions parfois. Alors on va demander, ok, vous voulez renouveler votre carte, mais de quelle carte parlez-vous? Donc merci de vous connecter. La personne choisit sa carte, on lui affiche sa carte visuellement, etc. Donc vous voyez, il y a un vrai échange. On a eu depuis 5 ans 54 itérations, donc 54 mises à jour. Je parle de mises à jour conséquentes, donc pour vous dire à quel point on fait tout le temps évoluer notre chatbot, puisque on a 441 évolutions qui ont été réalisées en 5 ans. Donc on est tout le temps en train de rajouter des cas d'usage, de modifier des cas d'usage. Un nouveau produit sort chez SNCF, une nouvelle carte, un nouvel abonnement. On va mettre forcément à jour notre chatbot pour qu'il puisse avoir une connaissance d'à peu près toutes les problématiques qui peuvent tourner autour des sujets clients. On a un taux de self-care, c'est-à-dire le fait de répondre tout de suite au client en lui disant « Alors, tu viens pour me voir sur, par exemple, un produit type Eurostar. Non, là, tu es chez SNCF, donc je te renvoie vers la relation client d'Eurostar. » Et on essaye vraiment d'accompagner tous les clients qui viennent nous voir. On a un taux de compréhension du bot de 98%. Donc, quand le client pose sa question, on essaye toujours de le raccorder à quelque chose que l'on sait, et quand on ne sait pas, on lui dit est-ce que tu peux reformuler? Et s'il ne sait pas reformuler ou que le bot n'a toujours pas compris parce qu'il ne traite pas ce sujet ou parce qu'on ne lui a pas bien appris à répondre à la question précise avec les mots, peut-être de l'argot, etc., on va dire au client, ok, je t'invite à choisir à travers ce menu et on va lui pousser un menu qui ressemble plus à un site web. Comme ça, les clients qui sont perdus vraiment avec le fait de laisser un message écrit, parce que c'est pas intuitif pour tout le monde. Avec ChatGPT, ça nous aide à rentrer ces usages dans les mœurs, mais parfois c'est encore un peu compliqué, donc on pousse un menu pour faciliter. Voilà, je vais finir en termes de KPI sur ce sujet-là, puisque pour nous, il est important. On est une entreprise, on doit faire du business. On doit faire du business pourquoi? Pour nourrir mieux notre produit, notre train, pour faire de l'argent, pour développer le train à travers la France et l'Europe. Et pour ça, on a besoin de tuer des coûts de structure qui sont inutiles, qui ne font rien gagner aux clients, qui ne font rien gagner à l'entreprise, et en fait qui sont juste de l'argent perdu. Et pour ça, on a mis en place une série de dialogues, notamment au niveau de la période Covid, qui s'est enchaînée derrière avec des grèves qui étaient nationales, où la France était complètement à l'arrêt, donc en 2022-23. Et puis, on a donc engagé 1,8 million dans ce chatbot en 5 ans. Mais ce 1,8 million nous a permis de faire une économie de 18 millions donc sur toute la période que je vous ai évoquée. Pourquoi? Parce qu'on a su adapter nos dialogues, on a su dire aux clients, ok, là, on a une annonce du président qui nous dit que tout le monde doit rester chez soi.
Donc, toutes les circulations sont arrêtées. Donc, au lieu de recevoir nos clients et que tout le monde nous dise je ne peux pas me faire rembourser parce que mon billet n'était pas remboursable, le chatbot, on l'a adapté pour pouvoir envoyer, donc rediriger nos clients vers une page très spécifique qui permettait de se faire rembourser alors même qu'on n'en avait pas le droit, ou de pouvoir échanger gratuitement sans frais et parfois même proposer un bon supplémentaire, c'est-à-dire un bon d'achat parce qu'on voyait qu'on avait vraiment gêné les clients, parce qu'on avait dû supprimer des trains à la dernière minute, etc. Ça évite de générer une déferlante médiatique et un coût de traitement de réclamation qui est de 40 €. Ça veut dire que quand une personne qui a pris le train ou non, et qui vient nous voir pour nous dire j'ai eu un problème ou j'ai pas eu un problème, ou je suis hyper content et j'ai envie de vous le dire, le traitement, l'analyse par un agent qui, de toute manière, est fait par un cheminot en France, et donc il y a un certain coût, puisqu'on ne fait pas faire ça à l'étranger, ça, c'est un coût de 40 €. Et donc, à chaque fois que notre bot sait répondre à un client sans passer par un agent, on fait une économie de 40 €. L'objectif, chez SNCF, ce n'est pas de réduire les coûts, de réduire le nombre, le volume de téléconseillers, puisqu'on ne l'a jamais bougé en 5 ans. L'objectif, c'est de laisser aux téléconseillers du temps pour gérer des problématiques qui sont complexes et qui demandent d'avoir une analyse approfondie. Voilà, donc si on se projette un petit peu sur l'avenir, Toutouille demain, c'est quoi? Puisque nous, on a commencé, on n'avait pas de Gen AI, donc l'IA de l'intelligence artificielle générative, comme ChatGPT, mais il y en a bien d'autres, il y a Mistral en France. Et donc l'idée, c'est d'aller encore plus loin et de transformer notre expérience client en apportant des évolutions qui vont rendre plus flexible encore l'application, qui va permettre de mieux comprendre le client et de rendre donc cette discussion plus robuste. Pour ça, on a travaillé sur des cas d'usage qui existent déjà aujourd'hui en recette. Alors en recette chez nous, c'est la partie test. Donc on fait des concepts qui nous permettent de nous prouver à nous que ça peut fonctionner, que ça peut marcher. Et donc dans ces tests, on a notamment travaillé sur l'analyse par l'intelligence artificielle des feedbacks des clients, c'est-à-dire tous les retours que les clients nous donnent quand ils cliquent sur je veux donner mon avis, ou que nous on les sollicite pour qu'ils nous fassent un retour. On va analyser ça et ça va nous donner des pistes d'amélioration. On travaille aussi le multilingue pour que demain, grâce à l'IA générative, on puisse finalement avoir une traduction à la volée dans n'importe quelle langue de notre chatbot. Et donc, ça va nous permettre, nous, de pouvoir répondre à tous nos clients internationaux et sans avoir l'effort, c'est-à-dire de devoir traduire phrase par phrase ce que dit notre bot. On va aussi avoir de l'intelligence artificielle sur du génératif RAG. Quelqu'un en a parlé tout à l'heure. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est le fait de se brancher sur des sites web et applications qui sont de notre périmètre. Je vais prendre un exemple. On va aller se brancher sur wigo.com, on va aller se brancher sur le site de TGV Inouï, on va aller se brancher sur le site de chaque région TER. Et un client, quand il va venir poser une question, il va y avoir en fait un parcours de tous ces sites de manière très rapide et ça va générer une réponse. Exemple, si le client veut connaître la validité de son billet TER en région Normandie, ça va aller faire un scan de tous ces sites-là et ça va générer la réponse au client tel que lui l'attend. Et donc, on n'a pas besoin d'avoir une bibliothèque de réponses. Donc, pour nous, c'est beaucoup plus simple et le client aura une réponse beaucoup plus juste. Enfin, dans les dernières, on a l'analyse documentaire de frais supplémentaires. Pareil, l'intelligence artificielle va nous permettre d'arriver à faciliter un module qui est complexe aujourd'hui pour les clients. Je vais vous passer rapidement une discussion, mais en fait, le client, on va lui poser la question, est-ce que vous avez eu des frais supplémentaires? Le client va dire oui ou non. On va lui demander lesquels. On va le guider en fait vers des boutons parce qu'on ne sait pas répondre à d'autres frais supplémentaires que ceux-là. On ne veut pas les accepter. Il va choisir son billet, le cas, pardon.
Donc, admettons que c'est un billet de train qu'il a dû racheter. On va lui demander le montant. Il va inscrire le montant. On va lui demander de charger la facture liée à ce montant. Et on va lui demander s'il veut rajouter d'autres frais supplémentaires, auquel cas il devra recommencer le parcours à partir du bouton billet de train, taxi, etc. et remettre le montant, remettre la facture, et il va devoir le faire autant de fois qu'il a de factures. Voilà, donc on lui demande avez-vous eu d'autres frais? Oui, non. Donc, et voilà, il recommence ce parcours à chaque fois. Donc vous voyez, c'est long pour le client, c'est un peu pénible. Et nous, il faut bien comprendre, c'est qu'à chaque échange, on fait appel à des serveurs et donc on consomme. Donc plus la route est longue, bah, plus j'ai une forte consommation. L'objectif demain, et ça on l'a fait en pilote et donc ça a très bien marché, on lui demande simplement s'il a des frais de nous joindre ici en glisser-déposer ou en cliquant il parcourt son ordinateur, tous les frais qu'il a. Et de ça, il va y avoir une analyse de toutes ces pièces jointes par un robot qui va détailler quels sont les types de frais, donc la nature, et quel est le montant de chaque frais. Et à la fin, de tous ces montants et de toutes ces factures, sur lesquelles on est sûr, exemple, c'est une facture de beurre que je reconnais, et donc en tant que machine, je sais dire que je suis sûr que ça, c'est pas un frais qui a été peut-être qui est en fait à la base, à la source d'une fraude. On va analyser, on va avoir un taux de confiance. Donc, on va aussi améliorer notre lutte anti-fraude. Ça, c'était un exemple. Et le dernier, c'est le temps réel. C'est la résolution des demandes à la volée, donc en direct, c'est-à-dire le client nous écrit et la machine va faire un récapitulatif de sa demande et va lui proposer demain une compensation, par exemple, ou toute autre chose comme réponse. Et pour éviter que la machine ne prenne trop le contrôle ou que nous, en tout cas, on perd le contrôle en tant que relation client ou en tant que téléconseiller, en fait, on va avoir une personne qui va analyser la réponse juste avant qu'elle soit proposée au client. Donc, c'est une question de relecture, juste pour voir si tout est cohérent, si ça répond bien à la problématique du client. Et ensuite, on va proposer au client cette solution-là, de dire, voilà, je vous propose une réparation à hauteur de temps, etc. Voilà, donc j'arrive à la fin de ma présentation. Ce que l'on vise, donc, c'est une expérience client qui est nouvelle. Notre objectif final, c'est que le client, il ait une réponse à sa problématique et qu'à la fin, il se dise « je repars satisfait ». Je me dis qu'avec SNCF, c'est simple, rapide et moderne et que mon prochain voyage, évidemment, je le ferai à bord d'un train SNCF. Merci de m'avoir écouté et puis à disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup, Monsieur Pajot, pour cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat du lien. On pourra y répondre juste après. Je vous propose que l'on passe maintenant à la présentation par la DITP du dispositif Je donne mon avis et d'utilisation de l'IA avec Nicolas Lubinovic. Dont on a parlé juste avant, très rapidement. Donc, bonjour à tous, Nicolas Lubinovic, je suis chef de projet à Je donne mon avis, donc côté plateforme service public plus, au sein aussi du service expérience usager de la DITP. Déjà, qu'est-ce que Service Public Plus pour ceux qui n'auraient pas forcément le contexte? Si on regarde, donc Service Public Plus, c'est le programme d'amélioration continue des administrations publiques centré sur l'expérience usagée pour des services publics toujours plus proches, plus simples et plus efficaces. Il faut voir que la DITP telle qu'elle n'est pas en contact direct avec les usagers. On est là en tant que, sur certains projets, en tant qu'intermédiaire, parfois on rajoute du travail, JDMA en fait partie dans un sens, mais nous ne sommes pas en contact direct avec les usagers. Là-dessus, le programme, donc Service Public Plus, s'appuie sur 5 piliers. D'un côté, les divers engagements, la publication des résultats,
liées aux divers engagements aux indicateurs, l'écoute des usagers, l'amélioration continue et quelque chose qui est sorti récemment, le label Service Public Plus, qui est une démarche volontaire. JDMA s'inscrit dans, enfin je donne mon avis, JDMA s'inscrit dans ces engagements qui l'engagement numéro 7. Qu'est-ce que ça implique du coup, ces engagements? C'est 2,5 millions d'agents qui sont impliqués pour 47 millions d'usagers, avec des réseaux qui sont extrêmement variables. On a une douzaine de ministères, une quarantaine de réseaux de services publics. On a évidemment la NTS, mais on peut avoir aussi des points. Je vais juste m'orienter vers la présentation pour pouvoir passer directement moi-même les slides. Mais donc, on a des réseaux comme la NTS, la CNAV, la CNAM, mais aussi des réseaux qui peuvent être beaucoup plus petits, l'Institut français du cheval, par exemple, qui est aussi embarqué. Et donc, un panorama et un panel de publics, finalement, et d'usagers qui sont extrêmement variables. Au final, le programme Service Public Plus, forcément, s'incarne aussi au travers de la plateforme qui permet de découvrir les engagements de SP+, de consulter les résultats et le point qui nous intéresse là, notamment, de donner un avis sur une expérience vécue avec les services publics, d'où le « je donne mon avis ». Qu'est-ce que ça implique de donner son avis? On est sur un point qui… Donc, chaque usager peut raconter son expérience avec le service public. L'administration qui est concernée a l'obligation derrière de lui répondre. Et troisième point, quelles sont les actions qui sont mises en place pour répondre à l'expérience racontée par l'usager. Aujourd'hui, sur toutes les administrations, organismes, ministères qui sont à partie prenante du programme Service Public Plus, on a plus de 80 000 expériences qui ont été publiées. Du coup, avant de parler directement de l'IA de manière spécifique, je vais le dire, aujourd'hui, on n'est pas sur du self-care. La réponse qui est faite aux usagers n'est pas une réponse qui est automatisée entièrement par l'IA. Inévitablement, c'est pour ça que l'introduction était importante. Quand on a des réseaux qui sont extrêmement variables, qui vont en effet de la CPAM au service numérique du ministère de l'Intérieur, en passant par la police nationale ou tout ce qui est servicepublic.fr, les cas d'usage sont extrêmement variés et nombreux. Au final, on n'a pas une réponse spécifique, on ne traite pas un sujet en spécifique, mais on peut avoir autant une question de changement de nom sur un état civil qu'en effet la question des expériences sur les cessions de véhicules, comme ce qui a pu être abordé juste avant, par exemple. Et donc, d'où la difficulté qui est présente. Tout ça s'inscrit finalement dans un contexte. On a dit l'administration a l'obligation de répondre aux expériences qui sont publiées et sur décision du Premier ministre et du ministre de la Transformation publique en 2023, il y a eu la volonté aussi de tester l'intelligence artificielle générative sur ces réponses afin aussi d'améliorer finalement non pas tant l'expérience des usagers à la fin, mais l'expérience des agents dans leur parcours sur JDMA et améliorer leur capacité à répondre et à se concentrer sur ce qui est important, le fond de la réponse, plutôt que purement la forme. Derrière, avec un grand but, réhumaniser le service public grâce à l'intelligence artificielle. Comme on l'a dit, le but de soulager les agents des tâches qui sont les plus administratives et renforcer l'efficacité de la réponse. Donc tout ça, cette aide à l'assistance se situe sur ce qui est la réponse, enfin l'aide à la réponse à
à l'agent sur JDMA. Pourquoi? Donc, objectif, mettre à disposition des agents publics un outil d'intelligence artificielle dans la rédaction des réponses. Nous avions un enjeu qui était d'évaluer si ce type d'outil permettait en effet d'aider les agents à travers à la fois le délai de réponse, s'assurer que le délai de réponse s'améliore ou en tout cas reste stable, et la qualité de la réponse, et ce sur tout le périmètre de JDMA. Je vais vous montrer assez rapidement, du coup, je vais vous montrer assez rapidement qu'est-ce que ça implique, une aide à la réponse de notre côté, histoire de pouvoir quand même mettre en visibilité. Oui, c'est très important de dire que c'est le téléconseiller qui choisit ou non à chaque fois de recourir. En effet, c'est purement volontaire. Là-dessus, on n'a pas une obligation d'utilisation de l'IA. On va être honnête, on l'encourage parce que ça nous aide aussi à être certain que ça marche, mais il n'y a aucune obligation d'utilisation de l'IA dans la génération de la réponse. Là, je vous montre une expérience côté JDMA, donc qui est une expérience qui parle de la mise à jour SIA, donc le système d'information sur les armes, qui est encore en déploiement sur divers publics aujourd'hui, qui avait été ouvert aux chasseurs et qui aujourd'hui est déployé sur des publics de loisirs. Si on soulève le capot, si on se met à la place d'un agent, qu'est-ce qu'on peut voir de ce point de vue-là? Oups, je ne suis pas connecté. Voilà. Donc là, je retrouve en effet l'expérience qui a été présente et je peux y répondre. Donc là, je suis en tant que préfecture du Var, je peux répondre à cette expérience. Donc là, j'ai ma case de réponse qui est assez classique et alors on est sur notre environnement de pré-production, d'où la classe qui est un peu plus grande, mais j'ai cette possibilité en effet de réponse, de générer un début de réponse à travers l'IA. Si je clique dessus, finalement, j'ai une proposition qui m'est faite, qui répond à l'expérience qui a été présentée. Donc on voit bien, on a une adaptation, on parle bien du SIA, du râtelier, le râtelier d'armes numériques, avec une proposition de résolution de la problématique. Il faut voir que les expériences côté JDMA, on ne traite pas de dossiers personnels là-dessus, enfin de dossiers spécifiques. Là-dessus, on considère que l'usager doit s'orienter vers l'administration concernée si c'est un dossier qui demande intervention, mais que JDMA peut être une bonne base de réponses qui peuvent être un peu plus génériques ou sur des sujets, on va dire, voilà, globaux des démarches, notamment. Et donc, ce qui se passe, c'est que là, si je valide, par exemple, cette réponse, voilà, j'ai une obligation de relais, je peux la modifier combien je veux là-dessus. L'agent a une obligation d'évaluation de la réponse qui nous permet aussi derrière éventuellement de cibler les administrations, les organismes pour lesquels l'IA répond peut-être encore à côté là-dessus, et donc de cibler un peu plus notre entraînement aussi. Et derrière, en le faisant, je peux, on aura un affichage vis-à-vis de l'expérience, parce qu'on a une transparence là-dessus, inévitablement, qu'on avait, notre de pré-prod, on a une obligation de transparence qui est présente, que nous avions déjà mis en place bien avant l'IA Act, mais qui est aujourd'hui de toute façon obligatoire au vu de l'IA Act, et qui indique à l'usager que l'IA a servi à lui répondre. Et nous allons très loin dans la transparence parce qu'on dit aussi à combien de pourcentage de la réponse l'IA a été utilisée. Voilà. Je reprends la présentation générale.
Voilà. L'idée est quand même d'avoir une IA. Pourquoi on n'est pas en self-care, j'ai envie de dire, de ce point de vue-là total? Pourquoi l'IA ne répond pas toute seule? D'un côté, il est vrai qu'on a aussi une obligation de justesse dans ce qui est renseigné, d'où le fait que le contrôle par agent soit quand même obligatoire dans ce que nous écrivons, mais parce que nous voulons aussi qu'il y ait une confiance à la fois de la part des agents et des usagers sur ce que nous mettons en place. Côté agent, voilà, on n'a pas d'obligation d'utilisation de l'IA, ils peuvent modifier, compléter ou effacer les éléments. Et côté usager, comme je viens de le dire, toute une transparence sur est-ce qu'une réponse a été assistée par IA et qui de toute façon aujourd'hui est obligatoire. Les réponses en plus sont publiées en open data avec le pourcentage, encore une fois, d'aide qui a été présenté. Dans le temps, qu'est-ce que ça implique? Aujourd'hui, on a plus de 4000 agents qui sont impliqués dans cette expérimentation sur l'IA. On était parti de 100 agents en août 2023. Et aujourd'hui, on peut dire que on est déployé sur 80% des expériences qui sont publiées à travers JDM. On avait 4 indicateurs pour être certain de la réussite du projet. Un gain de temps, l'utilisation inévitablement de l'IA en elle-même, le ressenti de l'usager qu'on note ensuite pour être certain qu'il n'y a pas de rejet de la part des usagers de l'IA, et un ressenti de l'agent pour être certain aussi que l'agent trouve l'IA utile ou non. Sur ces 4 points, on est satisfait, en tout cas de notre côté. On a vu en effet un gain de temps dans la réponse, parce que, et on verra les témoignages par la suite, mais on a vu un gain de temps dans la réponse qui a permis aux agents de se concentrer sur la forme et de ne pas partir d'une page blanche. Aujourd'hui, l'IA est utilisée en moyenne à 70% quand elle est proposée. Autour de 70% des usagers qui notent la réponse considèrent que la réponse proposée par l'IA est satisfaisante, et plus de 3/4 des agents estiment que l'IA a été utile dans la réponse qui leur a été proposée. On est en amélioration continue là-dessus. On a régulièrement, avec les réseaux qui nous font des remarques, on a régulièrement des retours et des boucles justement d'amélioration sur le sujet. Sur nos enseignements, donc voilà, la fonctionnalité est très bien accueillie. Les agents mettent en avant la qualité des réponses et soulignent le gain de temps qui est présent. Aujourd'hui, l'IA du coup est utilisée sur ces réponses, mais on a la volonté d'améliorer et d'étendre le périmètre finalement sur lequel on l'utilise. On a vu tout à l'heure dans la présentation côté SNCF tout ce qui est rapport déshéritants, ce genre de choses. C'est par exemple quelque chose qui part en production pour nous à la fin du mois et qui sera généralisé à tous les réseaux début 2025. Cette notion d'identification des irritants à travers la masse d'expériences. Et on a d'autres cas d'usage qui nous permettraient là plus orientés usagers pour encourager justement à trouver des expériences qui sont similaires et à trouver finalement une réponse avant même de poster son expérience. Et là, rentrer peut-être un peu plus dans la notion de self-care, justement. Voilà. Je vois une question. Cette aide à la réponse est déjà en production? Oui. Oui. Du coup, elle est déjà en production. Elle a été bêta-testée. Elle est en août 2000. Voilà, a été commencée en août 2023. Aujourd'hui, elle est présente sur les 14 réseaux qui concentrent le plus d'expérience. Le consommateur est-il informé si la réponse reçue a été supervisée par un agent? Alors, la réponse est toujours supervisée par un agent. On n'a pas de réponse automatisée de ce point de vue-là. Et le message qui est présent
vis-à-vis de l'usager et que la réponse a été aidée par IA et qu'elle a eu une vérification, une supervision de la part d'un agent. Donc on informe, voilà, on tient à ce que ça soit entièrement transparent de ce point de vue-là. Et comment avoir l'assistance de l'IA pour le réseau? Alors je vous invite à contacter la boîte assistance d'expérience usagée et c'est moi qui ouvrirai ensuite l'assistance par IA. Une question juste un peu plus haut de Monsieur Dalisson. Où sont hébergés les serveurs qui génèrent les réponses IA? Alors là-dessus, on est entièrement franco-français sur tout ce qui est hébergement et gestion de la réponse et totalement souverain sur la question des données qui sont présentes et qui sont utilisées. On a tenu à être très carré. Public ou privé? Public. Je crois. Faut que je vérifie, mais je pense. En tout cas, on gère toute la chaîne. Un label supervision humaine est-il prévu d'être adopté comme dans le secteur de la santé? Aujourd'hui, on n'a pas prévu de labelliser la réponse, en tout cas. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'ai essayé, j'ai été un peu long, j'ai essayé de faire court pour éviter de... On est dans les temps. C'est ça. Pour être certain que tout le monde puisse aller déjeuner. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation et merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. On espère que vous avez pu entendre ce qu'on a dit malgré les différents bugs techniques. En termes de prochaines étapes, on va vous faire parvenir les présentations qui ont été diffusées. Et puis, comme on disait en introduction, pour ceux qui n'ont pas entendu, la DITP travaille également à un guide avec des fiches retour d'expérience de dispositifs de self-care au sein de différents réseaux de services publics, qui sera également rendu public et à disposition dans les prochaines semaines. Merci beaucoup encore une fois pour votre présence. On va peut-être clôturer l'événement. Oui. En vous souhaitant une bonne fin de journée. Merci à tous. Bonne journée à tous.